Donc merci de me donner la parole et puis mille excuses par avance pour les non-chirurgiens que je vais bassiner avec les aspects chirurgicaux et pour les chirurgiens pour lesquels je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes. Bien sûr, j'ai associé, parce qu'on en parle régulièrement entre nous, nos dossiers, parce que tous les camarades de la résidence sont associés à ces propos. Alors finalement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que le chirurgien peut ou doit faire face à une infection chronique sur un implant prothétique de hanche ou de genou? Bien, les solutions ne sont pas multiples. On peut soit changer ces implants en un temps, soit les changer en deux temps, c'est ce dont on va plus précisément parler. On peut aussi faire de la chirurgie plus radicale, comme les résections tête-école, vous avez un exemple ici. Les amputations ou des articulations, les arthrodèses, ou ce que j'ai appelé l'abstention au sens de l'abstention chirurgicale, que sont la fistulisation dirigée ou les antibiothérapies suppressives au long cours. Donc on a ici un peu les extrêmes avec la chirurgie en un temps, le spaceur et la résection tête-école, en tout cas parlant de la hanche. Pour quel patient un espaceur ou un spaceur, je vais sûrement mélanger l'anglais et le canadien là, dans le truc, il y a des éléments qui sont admis à peu près par tous, qui sont, enfin, c'est ouvert à la discussion et à la critique d'ailleurs. En tout cas, ça concerne une infection chronique, donc disons plus de 3 mois. Cette notion-là peut être aussi discutée. Soit liée à un germe résistant, soit un germe inconnu, soit à des germes multiples. Soit qu'on ait essayé une chirurgie en un temps précédemment et que c'était un échec bactériologique. Soit encore qu'il y ait nécessité de faire des gestes complémentaires, greffe, reconstruction massive, couverture, ou encore les infections à localisation multiple. Tant qu'on n'a pas contrôlé l'ensemble des localisations, ça paraît illusoire de vouloir mettre des implants de novo dans une articulation infectée. Et bien sûr, je l'évoquais tout de suite, les problèmes de couverture ou de partie molle. Il y a des éléments qui sont plus discutés, qui sont largement affaire d'école, c'est la notion d'optimisation des chances de guérison. D'utiliser donc le deux temps pour certains germes chez des gens plus jeunes, on se dit on va pas courir le risque que ça ne marche pas, leur hanche est déjà altérée. Et puis à l'inverse, est-ce que l'état général du patient, de la patiente, permet ce programme lourd d'intervention itérative? Alors un espaceur, pourquoi faire? Eh bien, j'ai dit en premier lieu pour laisser le temps au traitement de l'infection de trouver sa place et son efficacité. Pour nous chirurgiens, ça permet aussi de combler les espaces morts et d'éviter les rétractions. Ça a un intérêt biologique par la délivrance d'antibiotiques in situ. Ça doit avoir, et là c'est pour faire le lien avec ce que disait Andreas tout de suite, ça doit avoir une qualité mécanique correcte pour permettre une qualité de vie acceptable. On ne peut plus en 2019 ou 20 dire aux gens on va vous mettre en traction pendant 3 mois en attendant que l'infection soit maîtrisée. Je crois que plus personne n'acceptera ça. Et pourtant, il faut qu'on trouve des solutions pour limiter le développement infectieux. La présence d'un spaceur permet aussi, dans beaucoup de situations, on va y revenir, d'entretenir une activité musculaire minimale, ce qui est donc favorable pour la restitution ultérieure. Et puis dans certains exemples, comme on va le voir tout de suite, l'espaceur permet une étude et la programmation des gestes ultérieurs. Alors voilà un cas, infection sur prothèse de hanche, bride matérielle, des prothèses mises en place d'un espaceur dont on peut déjà le critiquer puisque c'est moi qui l'ai commis, donc une vis n'a pas été retrouvée lors de l'ablation du matériel. Or, dans les critères, il faut une ablation la plus complète possible. Parfois, il faut quand même renoncer à être trop mutilant. Un espaceur fait, on va voir comment tout à l'heure dans le détail si on veut, renforcé pour sa stabilité. Et ce que je voulais montrer sur cette page, c'est que ça permet une bonne analyse de ce qui reste et donc d'anticiper sur la suite
pour arriver à cette reconstruction, un implant sur mesure qui a été anticipé avant la guérison infectieuse, bien sûr. Quels inconvénients ça a? Parce que vous présentez comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, on se dit pourquoi ils ne font pas ça à tout le monde? Eh bien, ça impose un temps chirurgical supplémentaire, donc au moins une anesthésie supplémentaire. C'est réputé pour avoir de moins bons résultats fonctionnels que la chirurgie en un temps, mais je ne suis pas sûr qu'on compare, parce qu'il n'y a pas de grosses séries qui comparent vraiment les malades en un temps et deux temps, qui soient comparables. Si ce n'est pas les mêmes germes, si on compare d'un côté des germes résistants et de l'autre côté des germes ultrasensibles, enfin polysensibles, on aura forcément des résultats fonctionnels, une chirurgie plus simple. Voilà, mais c'est réputé pour avoir un moins bon résultat fonctionnel, un meilleur résultat sur l'infection, lequel est bon déjà dans les 1 temps, avec la sélection des malades qui va avec. Ça a un nombre conséquent de complications mécaniques, des fractures du spaceur, des luxations de spaceur, la majoration des dégâts osseux par l'usure que produit le spaceur dans son conflit avec l'os, et parfois des fractures de l'os autour de l'espaceur. Voilà quelques exemples de complications mécaniques. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup de chirurgie pour comprendre ce qui s'est passé, qui n'est pas souhaitable. Cette série qui a été publiée par les gens de Clermont-Ferrand l'année dernière, donc c'est que de la hanche, là, dans leur série, 81% de guérison infectieuse, c'est bien, pour des chirurgies en 2 temps. C'est pas non plus mirobolant, parce qu'il en reste 19% qui ne sont pas guéris. Et par contre, ce qu'il faut noter, c'est les 73% de complications mécaniques qu'on retrouve, alors pas dans cette proportion, mais une proportion importante, on retrouve ça dans beaucoup de publications. Alors voilà un autre exemple récent que certains reconnaîtront d'une prothèse de reconstruction massive qui s'est infectée. Il a été réalisé. Alors là, il faut imaginer qu'il n'y a plus beaucoup d'os pour faire un spaceur uniquement en ciment. Donc le chirurgien, et après on en est parlé largement, a entouré une prothèse très fine de beaucoup de ciment, à la fois sur le versant fémoral et sur le versant cotyloïdien, ne laissant plus, en tout cas dans l'esprit, que ce petit bout-là et celui-là qui ne soient pas entourés de ciment aux antibiotiques. Malheureusement, il y a eu quand même une complication mécanique par la luxation de cette reconstruction. On voit ici une autre luxation d'un spaceur qui, lui, était purement au ciment. Alors, bonjour Renaud. Je voudrais illustrer là la démarche complète chirurgicale dans la déprothèse et mise en place d'un espaceur et à propos du genou. Donc il s'agit du monsieur dont la radio est au-dessus, là-bas, qui a une infection documentée sur prothèse avec un staphylocoque ludinensis, qui ne pose pas de problème bactériologique majeur, enfin, qui a ses spécificités, mais qui est identifié avec ses sensibilités. Et donc on va suivre le cheminement de la déprothèse au spaceur avec les critères à retenir. La voie d'abord, elle reprend et elle excise la totalité de la voie d'abord précédemment utilisée. Bien sûr, elle emporte les fistules éventuelles. L'abord chirurgical intra-articulaire doit exciser la synoviale aussi largement que possible et les tissus fibreux, ainsi que tout ce qui paraît pathologique. Ça peut représenter des volumes conséquents dans un genou, parfois. La déprothèse fait appel à l'expérience du chirurgien. On a tout un tas d'astuces sur lesquelles je ne vais pas insister. Je vais passer. Voilà. Ce qui compte, c'est que ce soit exhaustif. Donc là, vous avez la totalité des implants qui est partie. On voit sur la face profonde des implants que finalement, il n'y a pas eu trop de sacrifices osseux et qu'on a réussi à enlever tous les autres matériels présents, notamment un ligament prothétique en dacron qui était utilisé dans les années 80 pour les remplacements de rupture du ligament croisé. Les prélèvements, c'est un aspect essentiel, donc on nous demande de faire un nombre impair de prélèvements pour pas qu'il y ait de doute quand il y a plusieurs germes, notamment. 2 prélèvements, 1 prélèvement, 2 prélèvements, 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 2
Et vous voyez que ça doit être étendu, le liquide, les différentes composantes synoviales, les différentes composantes osseuses. J'aurais pu mettre le cotyle, mais là il s'agit d'un genou. Bien sûr, toujours associer un prélèvement anatomopathologique. Idéalement, on change d'instrument pour chaque prélèvement. J'avoue que ce n'est pas toujours réaliste, il faudrait un nombre de boîtes énorme. Et on ne donne d'antibiothérapie qu'une fois que ces prélèvements ont été faits. Et on termine par une toilette au lavage pulsé, une sorte de karcher chirurgical. Vous voyez que c'est conséquent, la toilette. Puis on confectionne l'espaceur. Alors celui-ci peut être simple, c'est-à-dire une simple entretoise de ciment aux antibiotiques dont la nature des dits antibiotiques a été définie idéalement préalablement, et si possible lors des réunions de concertation pluridisciplinaires. Et ensuite, le spaceur donc, peut être simple, une simple entretoise, une cale si vous voulez. Il peut être articulé, comme on va le voir ici, et parfois il est nécessaire qu'il soit armé avec néanmoins une notion d'excès à ne pas commettre, notamment tout ce qui monte ou qui descend dans les diaphyses et qui peut contaminer l'os à distance. Donc là, certains laboratoires nous proposent ce genre de moule dont il existe des tailles différentes. On met le ciment aux antibiotiques qui idéalement est préfabriqué, c'est-à-dire que c'est un ciment qui contient préalablement qui la gentamicine, qui la vancomycine, qui l'association des deux. En effet, lorsque nous fabriquons extemporanément nos ciments, ils perdent en qualité mécanique. Or, on a vu que c'était un des problèmes de la chirurgie en 2 temps. Alors là, je passe. Donc voilà ce que ça peut donner. Le patient dont on vient de parler qui est là, avec son espaceur ici. Un autre cas là-bas, une simple entretoise en haut. Et là, sur 2 incidences, alors ça n'est pas un espaceur kebab, ça, dans la mesure où ça ne monte pas trop haut, et ça a été rendu nécessaire par l'importance de la perte de substance. Si on met juste l'entretoise de ciment ici, ça va se démonter, le patient va se casser la figure, ou alors on lui interdit tout appui pendant toute l'antibiothérapie. Il y a, je crois, une raison à garder entre les nécessités mécaniques de stabilité et effectivement le risque de contamination plus haut ou plus bas dans les différentes diaphyses, sachant que si on regarde attentivement, là l'ensemble est entouré de ciment, il ne s'agit pas aux mêmes antibiotiques, donc là le matériel participe à l'espaceur. Il n'y a pas, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que toute cette plaque soit libre, neutre, libre de ciment, et donc effectivement puisse être alors un point de fixation de la pathologie bactérienne. À la hanche, on a aussi à disposition des moules comme ça pour fabriquer des prothèses intermédiaires de hanche. Et puis il y a un dispositif qui existe déjà depuis une quinzaine d'années, qui est ça, là, ce qu'on appelle Prostalac. En fait, ce sont des implants et une instrumentation préorganisée pour fabriquer une prothèse qui est armée par un élément métallique, mais qui en fait est entourée de ciment aux antibiotiques complètement, à l'exception de la pièce d'union et de la bille. Donc il y a des instrumentations qui le proposent. Et puis on peut aussi le faire soi-même, ce qui a été fait sur la diapositive de gauche, enfin sur la photo de gauche, où vous voyez qu'on a une toute petite prothèse d'une drôle de forme, mais qui est noyée dans du ciment. Et bien ça donne un confort de vie quand même meilleur que ça. Mais à l'inverse, si on doit, comme je l'évoquais tout à l'heure, préparer un geste ultérieur, on est moins bien, puisque c'est artefacté par les éléments métalliques. J'avais revu avec Jean-François Thierry quelques-uns des patients, une petite série qui nous est personnelle de 27 espaceurs fabriqués de hanches, comme je viens de l'indiquer, c'est-à-dire des petites prothèses noyées dans du ciment. On avait exclu les grandes reconstructions comme celle qu'on a vue tout à l'heure.
Donc sur ces 27 patients qu'on a suivis entre 2007 et 2017 avec au moins 2 ans de suivi, pour les plus récents, on en a perdu de vue 2 et on a eu 6 complications mécaniques, donc c'est des proportions un peu moins grandes que les 73% de la série tout à l'heure. Mais ça reste conséquent, c'est presque 1 sur 4 ou 1 sur 5. Et on a eu 2 récidives septiques, ce qui fait donc finalement un taux de réussite septique vis-à-vis du sepsis à 92%, ce qui est plutôt pas mal. 90%, c'est ce qu'on espère et ce qu'on attend. On est plutôt aux alentours de 80-85 avec la chirurgie en un temps, si on arrive à comparer les mêmes microbes. Voilà, donc pour conclure et avant de passer la parole à Didier Prost pour qu'il nous montre quelques situations cliniques, finalement ça doit toujours être une décision collégiale, ça dépend tellement du germe, de la personne et des pathologies associées. C'est, comme vous l'avez vu j'espère sur l'illustration à propos du genou, un geste qui est très codifié, qui fait donc appel à l'expérience chirurgicale. À mon avis, ça ne doit pas être un jeune chirurgien qui fait ça, ou alors il doit être encadré. C'est bien codifié dans le principe, il faut aussi parfois s'adapter, c'est le propre du chirurgien, à la situation et à chaque individu. On a vu que ça devait être mécaniquement aussi stable que possible pour permettre une qualité de vie. Le geste est planifié, la déprothèse, mais aussi les moules, quel type de moules, les renforts, est-ce qu'on va renforcer, oui, non, avec quoi, pour combien de temps, quel ciment contenant quels antibiotiques. Tout ça doit être décidé idéalement à la réunion de concertation. Je ne nie pas que c'est un geste qui est loin d'être simple, qui peut être long, qui conditionne grandement la suite de la prise en charge du patient, et parfois il faudra se résoudre à ce que ce soit le dernier geste. Et il y a une série de 2017 américaine où ils disaient que 37% de leurs patients, sur plus de 1000, 37% avaient dit « Stop, je garde mon spaceur, moi je ne veux plus qu'on m'opère ». C'est beaucoup, 37%. Voilà quelques bibliographies et je laisse la place à Didier. Je voudrais juste, en fin de compte, pour nos jeunes collègues chirurgiens, essayer de leur faire gagner les 25 ans d'expérience que l'on a, pour éviter les gags, en fin de compte, qui ont favorisé les complications qu'on avait avec les spacers. Comme vous l'avez vu, un spacer est fabriqué en injectant en force dans un moule en silicone pour essayer d'obtenir donc une prothèse. Vous voyez ici qu'il y a un petit trou, je ne sais pas s'il y a une flèche, voilà, un petit trou qui est ici. Donc on peut bien comprendre, parce qu'on n'a pas la visibilité, hein, lorsqu'on injecte dans ce moule en silicone, on ne voit pas ce que l'on fait, donc il faut vraiment forcer pour essayer d'être au peu près sûr d'éviter cette bulle qui était très préjudiciable, puisqu'en fin de compte, elle a favorisé probablement la fracture secondaire, en sachant qu'il faut évidemment interdire aux patients l'appui systématiquement, et qu'en interdisant systématiquement l'appui, peut-être que certains vont réellement le faire. On est quand même dans le sud. Un autre problème ici, là, comme vous le voyez, ce spacer a été fabriqué, puis il a l'air un petit peu tronqué, parce qu'en fin de compte, au bout du silicone, le ciment n'est pas allé, donc il était un peu trop court, et de la même manière, il était plus à risque. Alors, il ne faut pas hésiter sur les personnes qui sont un peu en surcharge pondérale d'armer nos spacers. J'utilise une technique qui est un peu similaire, qui coûte peut-être un peu cher, c'est que c'est vraiment un implant qui est au milieu et dans lequel est manchonné le ciment. Il faut bien se méfier aussi d'un point de vue technique, d'attendre que le ciment soit complètement dur pour le mettre. Sinon, comme ça m'est arrivé une fois, il faut faire une belle reprise de prothèse lorsque vous enlevez le spacer, ce qui est un peu dommage de faire une ostéotomie pour enlever un spacer. Ça m'est arrivé, donc je pourrais vous l'éviter. De la même manière, un spacer qui est fabriqué avec un entourage au niveau de la tête. Alors, la situation n'est pas forcément facile au départ, et en l'occurrence, on ne pourra pas répondre à tous les critères que nous demande Andreas pour notamment l'ablation du matériel. En l'occurrence, on a fait le choix de laisser cette partie inférieure de cette plaque et d'enlever la partie supérieure. Et lorsqu'on a enlevé, c'est la diapositive que vous montrez tout à l'heure Hubert,
on s'aperçoit qu'il y a une perte de continuité entre le trochanter et le reste. C'est donc on ne peut pas, et ça n'est pas un kebab, c'est volontaire qu'on met un cigare et une boule parce qu'on n'a pas la possibilité de faire un monobloc entre le cotyle et le fémur. Donc ça marche très bien, il faut bien ne pas oublier l'objectif qui est de mettre des antibiotiques locaux et d'avoir une certaine souplesse au niveau de l'articulation en permettant une certaine mobilité avec les kinés. Il faut bien comprendre que moi j'ai commencé, il n'y avait pas de spaceur. Lorsqu'on faisait une reprise de prothèse chez quelqu'un qui n'avait pas de mobilité pendant 3 mois, les tissus étaient extrêmement durs, extrêmement fibreux et c'était très compliqué de faire une chirurgie. Lorsqu'on a mis ces spacers, ça nous a complètement changé la vie. Les articulations étaient devenues souples et l'aspect fonctionnel était immédiatement meilleur. Voici le résultat qui a été obtenu à terme. Donc on a pu obtenir une continuité et puis c'est un patient que tu connais bien qui est guéri maintenant. Un petit aspect technique aussi, on est parfois amené à faire une ostéotomie pour enlever l'implant. C'est pas parce qu'il est affecté qu'il s'enlève facilement. Et donc on va être amené à mettre du matériel d'ostéosynthèse. Je sais, c'est regrettable, mais on n'a pas le choix parce que sinon on ne pourra pas faire un spacer. Donc en fin de compte, on fait une reconstruction de l'ostéotomie qu'on a effectuée pour pouvoir enlever la tige. Et là-dedans, on va mettre un spacer. C'est mieux que de ne pas avoir de spacer et de ne pas avoir de matériel du tout. Quand c'est fonctionnel et que c'est fait comme ça, c'est vrai que le malade a envie de marcher dessus. Et j'ai le souvenir d'un patient qui a fini par tellement l'user qu'avant la période où on était censé le changer, qu'on a bien été amené à lui interdire l'appui et ne plus le mobiliser. Vous comprenez bien qu'un genou qui est construit comme ça va avoir une kinésithérapie avec une flexion de 0 à 90 degrés, va être extrêmement facile à reprendre, comme une reprise en fin de compte d'un implant simple. Parfois, la nature ne nous aide pas non plus. La chirurgie, vous voyez un implant qui est décellé, qui est cassé, donc, où le condyle externe a disparu. Donc là, ça va être compliqué de faire un beau spacer. Et là, c'est le mieux que j'ai pu faire. Donc, j'ai rajouté une petite quille sur l'implant qui était au niveau du silicone, en faisant rien du tout au niveau du fémur. Et en essayant quand même d'obtenir une certaine mobilité avec le kiné qui était limitée par la douleur. Mais les 0,40 ou les 0,50 que vous faites sont toujours bénéfiques au niveau du quadriceps, c'est de sa sonicité, puis au niveau de l'articulation et de sa souplesse. Voilà ce qui a été obtenu après reconstruction. Ça aussi, c'est un patient que tu connais bien, Andreas. Voilà, c'était les aspects techniques que je voulais juste vous rajouter pour les jeunes chirurgiens, pour leur faire gagner quelques années.